Bonsoir, bienvenue dans le Journal de l'Afrique. Voici les titres de cette édition. Abdelaziz Bouteflika, de nouveau hospitalisé à Grenoble. Le président algérien effectue des contrôles périodiques selon le communiqué officiel. Mais cette énième visite à l'hôpital inquiète les Algériens. Les précisions avec Faisal Metaoui, journaliste d'El Watan à Alger, dans un instant. Lionel Zinsou ne fait pas l'unanimité au Bénin. Le Premier ministre a été désigné comme le candidat du parti au pouvoir pour la prochaine présidentielle. Mais ses détracteurs lui reprochent de mal connaître son pays. Lionel Zinsou nie ces accusations. Et puis enfin, nous parlerons du boom de l'immobilier de luxe en Éthiopie. Un lotissement qui s'étend sur 600 hectares est en train de voir le jour en périphérie d'Addis Abeba. Villa cossu, golf, hôtel 5 étoiles, de quoi satisfaire les nouveaux propriétaires. Abdelaziz Bouteflika, de nouveau hospitalisé à Grenoble, officiellement pour des contrôles médicaux, mais affaibli depuis 2 ans suite à un AVC. La santé du président algérien est très suivie et chaque visite à l'hôpital alimente les rumeurs sur la dégradation de son état de santé. D'autant qu'Abdelaziz Bouteflika est quasiment absent des médias et même des rendez-vous officiels. Cette énième visite inquiète les Algériens. Écoutez Faisal Metaoui, journaliste au quotidien El Watan. Il était avec nous en direct depuis Alger. Il y a beaucoup de rumeurs qui ont circulé bien avant cette nouvelle hospitalisation, il y a une semaine ou plus, et la présidence de la République qui communique toujours difficilement, cette fois-ci a choisi de rendre peut-être ces questionnements qui se posent à la scène algérienne, puisque le président Bouteflika est absent depuis longtemps, il ne se déplace pas à l'intérieur du pays, il ne se déplace pas à l'étranger, il se déplace visiblement que pour ses contrôles. La présidence parle dans un communiqué d'un contrôle ordinaire des cardiologues. C'est quoi ce contrôle ordinaire et c'est quoi cette visite privée, parce qu'il est question de visite privée en France. Il y a de l'inquiétude de la classe politique, des Algériens, puisque vous savez qu'un groupe de personnalités ont envoyé une lettre demandant une audience au président Bouteflika. Cette audience n'a pas été organisée. Donc effectivement, il y a de l'inquiétude. Alors, on le disait en introduction de ce journal, Abdelaziz Bouteflika est affaibli depuis 2 ans suite à un AVC. Il n'est pas présent, vous l'avez dit vous-même, au rendez-vous officiel. Est-ce que cette absence du président favorise les luttes au sein du pouvoir? On en veut pour exemple la récente condamnation du général Hassen, ancien de la lutte antiterroriste, qui a été condamné à 5 ans de prison la semaine dernière pour infraction aux consignes militaires. Bien sûr, il y a aussi une autre condamnation de l'ex-directeur de la sécurité présidentielle, général Kahel Mejdoub. Aujourd'hui, par un autre tribunal, on a cette impression qu'il y a des règlements de compte au sein du Sérail. Il y a aussi une guerre, par exemple, entre le parti de la majorité parlementaire, le FLN, et le parti de gauche, Parti des travailleurs, avec Louisa Hanoun. Il y a des conflits entre le ministre de l'Industrie, Abdeslam Bouchoueleb, et le Premier ministre. Donc on sent qu'il y a effectivement quelque chose qui ne va pas à l'intérieur du pouvoir. Et l'absence prolongée du président Bouteflika, qui ne fait plus de discours, qui réunit que rarement le Conseil des ministres, donc complique cette situation. Rapidement, Faisal, est-ce qu'à Alger, on sent des préparations de mouvements ou de contestations face à cette absence du président et ses luttes au sein du pouvoir ? Non, je ne le crois pas. Les Algériens sont inquiets pour la situation économique parce qu'il y a une nouvelle loi de finances qui a introduit de nouvelles mesures d'austérité et qui touche un peu aux aspects sociaux. C'est ce qui inquiète plus les Algériens. Bien sûr, la classe politique continue de demander des élections présidentielles anticipées pour combler le vide qu'il y a au sein du pouvoir. Au Bénin, le Premier ministre Lionel Zinsou a été désigné comme étant le candidat du parti au pouvoir pour la présidentielle de février prochain. Une candidature qui a suscité de nombreuses réactions. Certains accusent ce banquier d'affaires franco-béninois de mal connaître son pays. Nicolas Germain. En Afrique, les candidats à la présidentielle métis et de double nationalité sont assez rares. Mais ce sera le cas au Bénin pour le scrutin de février prochain. Le franco-béninois Lionel Zinsou représentera le parti au pouvoir, celui du président Boni Yayi. Ce banquier d'affaires, nommé Premier ministre en juin, suscite des réactions très contrastées au Bénin. Le nom Zinsou est béninois, il n'est pas étranger. Et quiconque peut diriger ce pays, potentialité financière, potentialité intellectuelle, potentialité de manager. Si c'est qu'il avait passé peut-être 2 années, 3 années, 5 ans, pourquoi pas au Bénin, chacun aurait su de quoi il est capable et là, sa candidature serait acceptée facilement. Mais jusque-là, tout le monde ne l'accepte pas, simplement parce qu'on ne le connaissait pas. Et moi-même, j'ai des doutes. L'un des principaux rivaux du franco-béninois devrait être le milliardaire Patrice Talon. Il doit bientôt annoncer sa propre candidature. Les journalistes proches de Patrice Talon se montrent très critiques à l'égard de Lionel Zinsou. Monsieur Zinsou, qui n'a jamais vécu de manière continue au Bénin, est perçu ici comme un homme blanc.
C'est un étranger qui n'y a pas vécu, qui n'a pas vécu au Bénin, qui n'a pas la culture béninoise. Interrogé à ce sujet jeudi sur France 24, le Premier ministre a préféré en rire. Blanc, moi je trouve ça extrêmement sympathique. J'ai passé 59 ans comme étant le seul noir dans le domaine financier. Donc maintenant ça me repose, donc je suis le seul blanc dans la classe politique béninoise. L'annonce de la candidature de Lionel Zinsou met en tout cas fin à certaines rumeurs. Elle prêtait au président Boni Yayi l'envie de changer la constitution pour se présenter à un troisième mandat. Oscar Pistorius, reconnu coupable du meurtre de sa compagne Rivasine Kamp, c'est le verdict rendu en appel ce jeudi en Afrique du Sud. L'ancien athlète encourt une peine de prison d'au moins 15 ans. La nouvelle sentence sera prononcée début 2016. Il avait été condamné en première instance à 5 ans de réclusion pour homicide involontaire. On passe maintenant à ce véritable problème de santé publique à Madagascar. Les cas de peste sont en forte hausse. La faute au feu de brousse qui décime les forêts et qui du coup pousse les rats dans les zones habitées. Les autorités craignent une épidémie et ont appelé à l'arrêt de cette pratique agricole. Le reportage de notre correspondante Gaëlle Borgia. Ce village est devenu tristement célèbre. On y compte le plus grand nombre de morts de la peste au monde en 2015. Dans la région, 10 personnes ont succombé à la maladie en août dernier. Cette villageoise a perdu son fils. Il avait 17 ans. C'était le lit de mon fils. Maintenant, nous ne sommes plus que 7 à habiter dans cette maison. Sur cette photo de famille, l'oncle, les neveux, le fils, presque toute la famille a été touchée par la maladie. La maladie a commencé par des maux de tête. Mon fils avait froid. Nous avons quitté le village très tôt le lundi matin, à plusieurs, pour accompagner les malades. Certains étaient inconscients, des malades étaient portés à dos d'homme ou à bicyclette. Ils toussaient, ils avaient mal à la poitrine et crachaient du sang. Les gens avaient peur de nous. Même les membres de notre famille ne nous approchaient plus. Pour arriver ici dans ce village, il faut faire environ 3 heures de marche. La route n'est pas accessible ni aux voitures ni aux motos, ce qui explique les soins tardifs reçus par les malades. Cet homme a survécu à la peste après avoir marché plus de 8 heures pour se faire soigner. Mon fils aîné, qui est tombé malade en même temps que moi, est mort. On a vendu environ 25 bidons de riz et des oies pour payer nos frais médicaux. Combien on en a vendu? 7 oies bien grasses. Au total, cela nous a coûté 100 €. Sans ça, je serais mort. C'est dans cet hôpital que les malades ont été pris en charge. Ici, 76 lits pour plus de 200 000 habitants et une salle d'isolement laissée à l'abandon. En ce moment, il n'y a pas de malades, donc on a retiré les matelas pour éviter les pertes de matériel. La réhabilitation de cette salle dépend du budget donné par l'État. Pour l'instant, il n'y a pas de budget. C'est pour cela que ce n'est pas réhabilité. Le ministère de la Santé reconnaît des défaillances, notamment le manque de sensibilisation. Il faut d'abord donc un changement de comportement de la population et du ministère en général. Nous avons commencé à changer notre comportement, à la mise en place de la surveillance, par exemple à base communautaire. Surveiller l'apparition de la peste jusque dans les zones les plus reculées, un dispositif coûteux. Pourtant, le budget du ministère de la Santé a été réduit d'au moins 30% cette année. Et nous terminons ce journal par parler du boom de l'immobilier de luxe en Éthiopie. Un lotissement qui s'étend sur 600 hectares est en train de voir le jour en périphérie d'Addis Abeba. Villa Kossu, golf, hôtel 5 étoiles, de quoi satisfaire les nouveaux propriétaires. Julie Jargot nous en dit plus. Le projet s'étend sur 600 hectares. Imposante villa, piscine et mobilier de luxe, à seulement 20 km d'Addis Abeba. Sorti de terre il y a 10 ans, ce lotissement haut de gamme pourra accueillir environ 20 000 personnes d'ici 2020. Bien que nous construisions beaucoup, cela reste très peu par rapport à la demande, à tel point que le Country Club n'a jamais fait de publicité et nous avons plus de 200 personnes qui sont sur liste d'attente pour acheter des maisons. Prix de vente d'une telle maison, l'équivalent de près de 400 000 €, autant dire une fortune en Éthiopie, où le salaire moyen dépasse à peine les 100 € mensuels. L'ensemble devrait comprendre un golf ou encore un hôtel 5 étoiles, de quoi satisfaire une nouvelle bourgeoisie locale très exigeante.
Ce que nous avons remarqué est un besoin d'immobilier de luxe. Donc nous voyons des personnes qui viennent sur notre site qui cherchent des choses à des prix assez élevés. Selon le promoteur, près de 85% des acquéreurs du lotissement seraient des locaux. En Éthiopie, la croissance avoisine les 10% par an depuis 10 ans. Et c'est la fin de ce journal de l'Afrique, mais restez avec nous, l'info continue sur France 24.